Nul doute qu'il suit avec attention la visite de Donald Trump au Proche-Orient, lui qui est un fin connaisseur du monde arabe et oriental. Au fil de ses ouvrages, il a dénoncé la théorie du choc des civilisations. Il s'interroge aussi sur les racines du terrorisme, dénonce les liens trop simplistes entre islam et violence. Économiste et historien, Georges Corme a aussi été ministre des Finances au Liban. Il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous venez de publier La Nouvelle Question de l'Orient. C'est aux éditions La Découverte, ouvrage que voici. Alors, une réaction déjà à cette visite, on l'a vu, première visite de Donald Trump au Proche-Orient. Qu'est-ce que vous en retenez pour l'instant ? Écoutez, deux choses, si vous voulez, comme sentiment que cela peut suggérer. Moi qui ai vu tellement d'élections de présidents américains, et à chaque fois qu'arrive un nouveau président américain, on dit « Ah, il va enfin pouvoir résoudre le problème de la colonisation de la Palestine ». C'est les précautions qu'il a prises dans sa visite au mur des Lamentations pour ne pas du tout donner l'impression qu'il cautionne une quelconque annexion des lieux saints. Oui, il s'est rendu seul. Il s'est rendu seul en refusant tout. Et il paraît que ça a fait beaucoup de tensions, même avec M. Netanyahou. Donc ça, je pense que c'est un bon point. Mais jusqu'à présent, bon, il montre un optimisme sympathique, mais et donc qui peut laisser augurer des choses positives. Mais d'un autre côté, si son seul programme pour l'ensemble de la région, c'est la continuation de la démonisation de l'Iran, qualifié de terroriste, oui, avec leur Hezbollah, vers l'Iran, oui. Oui, alors là, ça n'arrangera pas la stabilité dans la région. Alors pourtant, au choc des civilisations, il préfère l'axe du bien et du mal. Finalement, pareil, vous êtes un petit peu d'accord avec lui, parce que vous êtes contre aussi ce choc de civilisation. Ah oui, mais je ne suis pas pour la division du monde entre des bons et des méchants, entre un axe du bien et un axe du mal. C'est ce que je dénonce dans tout mon ouvrage en disant que c'est extrêmement simpliste et ça permet de justifier et de légitimer des guerres qui sont injustifiables du point de vue du droit international, du point de vue de l'éthique, de tous les points de vue. Hein. Tout ce qu'on a vu, invasion de l'Afghanistan, invasion de l'Irak, ensuite les bombardements sur la Libye, ensuite les interventions en Syrie, enfin toute cette déstabilisation, et puis la guerre du Yémen, là, aujourd'hui, qui se déroule dans un silence assourdissant. Donc, cette vision d'un monde divisé entre des bons et des méchants est une vision qui paralyse la réflexion, qui n'est qu'émotionnelle et qui légitime la mort de millions de personnes, comme vous pensez à... Mais alors, justement, pourquoi cette vision est-elle aussi reprise, aussi... on la lit un peu partout, on essaye d'expliquer les conflits. Est-ce que finalement l'Occident ne comprend pas ce qui se passe en Orient ? Écoutez, vous savez, moi je n'ai jamais pratiqué le terme Occident ni le terme Orient. Hein. J'ai même dit que c'est une division, une fracture imaginaire. Donc, il y a aujourd'hui quelque chose qui s'appelle l'OTAN, qui est une alliance militaire qui tient les vieilles civilisations européennes qui étaient très différentes, la française, la germanique, l'italienne, les scandinaves, l'idée d'une Europe qui a toujours été pacifique, porteuse de progrès, qui fait qu'on oublie toutes les guerres que se sont faites entre elles. C'est pour ça que l'histoire d'un conflit entre une civilisation, alors judéo-chrétienne, terme aussi qui historiquement ne fait pas sens, hein, et une civilisation arabo-musulmane, terme qui ne fait pas non plus sens, est totalement dans l'imaginaire, mais elle sert à légitimer toutes les guerres préemptives qu'ont fait les États-Unis. D'ailleurs, l'article de Huntington est sorti en 1992, premier article où il a fait dans Foreign Affairs, n'est-ce pas ? Quelques années après, on a eu aussi un autre universitaire, Graham Fuller, d'ailleurs, ancien agent de la CIA, qui a fait un ouvrage « Et si l'islam n'existait pas ?» où il dit même si l'islam n'existait pas, nous, notre grand ennemi de civilisation, c'est la Russie orthodoxe, qui n'a rien à faire avec les pays catholiques et protestants. Donc, et là aussi, après, il a fait un ouvrage qui a été promu un peu partout dans le monde. Hein. C'est-à-dire que les religions peuvent servir plus ou moins effectivement à des conflits selon les intérêts de chacun. Voilà. C'est ce que vous expliquez. Un des ouvrages précédents était là-dessus. C'était l'approche profane des conflits. Voilà, oui. Et vous aussi, vous revenez d'ailleurs sur toute l'histoire qui permet de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui notamment. Et vous posez beaucoup de questions, notamment celle-ci. Est-ce que le triangle chiite formé par l'Iran, le Hezbollah libanais et la Syrie est à la source du terrorisme? C'est une question et vous y répondez. Alors justement, quelle est votre réponse par rapport à cette question? Non, mais
ma réponse est très simple. C'est que certes, l'Iran révolutionnaire au tout début, hein, non pas l'Iran révolutionnaire populaire. Alors, moi, je considère qu'après, il y a eu confiscation de la révolution par une partie des religieux, mais que c'est en France qu'on a théorisé la notion de révolution religieuse. C'était pas une révolution religieuse à l'origine, l'Iran. Hein. Les millions de femmes qui ont manifesté dans les rues de Téhéran, c'était pas pour être voilées après par l'establishment religieux. Ça, c'est pour l'histoire. Mais pour ce fameux triangle chiite qui est souvent mis en avant. Le triangle chiite, c'est aussi une invention qui chatouille les imaginaires. Ça rappelle l'axe du mal, n'est-ce pas? Ça n'a aucun sens, parce que d'abord, si vous prenez même historiquement, c'est l'Irak, puissance arabe et sunnite à l'époque, qui a essayé d'envahir l'Iran. L'Iran n'a jamais envahi le moindre pays arabe. Et donc l'Iran s'est assagi comme révolution, et même quand elle a pu pratiquer le terrorisme, contribuer à faire enlever des otages au Liban pendant la guerre, c'était parce que l'ensemble des pays occidentaux étaient en train de surarmer l'armée irakienne contre l'Iran. Donc, mais son rôle dans ça, le conflit syrien, par exemple, l'Iran, elle a pris part à ce conflit. Pas seulement, d'ailleurs. Il faudrait d'abord définir le conflit syrien, parce qu'il est extrêmement compliqué, il est extrêmement passionnel. Là aussi, on est trop réducteur dans ce conflit syrien. On est totalement réducteur, hein, parce que le président syrien, quelques années auparavant, était aux Champs-Élysées, il assistait au défilé du 14 juillet. Alors, on ne comprend jamais pourquoi un dictateur, à un moment donné, Saddam Hussein, est le chéri de tout l'Occident politique, c'est-à-dire des États de l'OTAN, et puis il tombe en disgrâce. Et à ce moment-là, on va jusqu'à détruire complètement une société et un pays pour enlever le dictateur qui devient ONI. Kadhafi avait posé ses tentes dans les jardins de l'Élysée, je crois, quelques années auparavant. Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a eu une explication? Pourquoi brusquement Oui, parce que même vous vous posez la question de la définition de terroriste. Effectivement, vous expliquez qu'on peut être toujours le terroriste de son voisin. Et c'est vraiment... Mais expliquez-nous ce que vous voulez dire par là. C'est-à-dire que tout dépend du point de vue... je ne sais pas, oui, par exemple, les terroristes, les terroristes de l'Irgun au moment de la première guerre israélo-arabe, qui faisaient sauter les bâtiments britanniques et autres, hein, étaient considérés terroristes. Ils sont aujourd'hui, du point de vue israélien, combattants de la liberté. Les Kurdes sont-ils terroristes parce qu'ils essayent d'obtenir des droits nationaux? Les Arméniens aussi, dans le temps, quand il y a eu la Salah, il y a eu du terrorisme, il faut faire très attention. Et quand on commet des attentats à Paris ou à Bruxelles ou à Nice? Ah oui, alors là, c'est l'attentat criminel, nihiliste, dans lequel aussi la folie arrive jusqu'à sacrifier la vie du terroriste lui-même, parce qu'il sait très bien qu'il a toutes les chances de ne pas s'en sortir. Mais il n'y a pas de cause derrière. Il y a zéro cause. Hein. Oui, vous dites que vous attaquez, oui, vous dénoncez un peu ceux qui défendent un peu ces terroristes en disant qu'effectivement, ce sont des valeurs qui s'opposent, celles de l'islam avec celles de l'Occident. Oui. Là aussi, pour vous, c'est vraiment une fausse distinction? Ah oui, complètement, absolument complètement. D'abord, il y a eu une osmose très forte, hein, à partir aussi de l'Espagne andalouse, ou à partir de tous ces contacts qui ont existé entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée. Les premiers empires arabes, qu'on a appelés arabo-musulmans, étaient des empires complètement ouverts sur la philosophie grecque, sur la grande civilisation syriaque. Ils ont été jusqu'aux Indes, ils ont été en Chine. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et cette civilisation a produit un historien de la stature d'Ibn Khaldoun. Ça a été le dernier grand reflet, mais elle n'existe plus. Et parler de civilisation arabo-islamique aujourd'hui ne fait aucun sens. Il y a 1,5 milliard de musulmans qui sont différents par les langues, par la nationalité, par les mœurs, qui sont sur les 4 continents. Quel rapport y a-t-il entre un bourgeois marocain, un paysan indonésien ou un Africain musulman d'Afrique subsaharienne? C'est complètement hallucinant, ces deux notions, de même
Donc la notion d'Occident judéo-chrétien... Vous l'avez dit, oui, pour vous, ne fait pas sens. Ne fait pas de sens, parce que le christianisme s'est bâti à l'encontre du judaïsme, qu'il a malheureusement, effectivement, écrasé très longtemps. Hein. D'accord. Et vous revoyez alors dos à dos les islamophiles et islamophobes, toujours dans cette même... Ah oui, oui, je dis, il y a reproduction, le bon administrateur colonial, le mauvais administrateur colonial. Hein. Le mauvais administrateur colonial, pour lui, tous les indigènes ne sont pas bons. Hein, et donc, il faut les écraser. Le bon administrateur, il dit non, 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 attention, ils ne sont pas si méchants que ça. Moi, je vais vous expliquer. Moi, je les ai compris. Je vous ai compris et je vais expliquer. C'est les islamophiles d'aujourd'hui qui ont des récits clichés que je dénonce dans l'ouvrage, qui sont très pervers et qui, à mon avis, sont aussi pervers que l'islamophobie primaire. Hein. Il n'y a pas à mêler l'islam dans ces formes de violence nihiliste graves. Hein. Il n'y a pas du tout à mêler la religion musulmane. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, comme les citoyens occidentaux, en tout cas en Europe notamment, sont touchés par ces actes terroristes, est-ce que ça ouvre pas plus justement leur intérêt pour ce qui se passe en Orient? Oui, mais vous savez, j'ai dénoncé dès le 11 septembre 2001, j'ai dénoncé tous à vos Corans pour comprendre. Hein. Il y a quelque chose de surréaliste, de grotesque. D'ailleurs, pour qui connaît un peu la complexité de la charia musulmane, le droit musulman, dans toutes ses variantes, aujourd'hui, l'orientalisme ou l'islamologie française ou américaine actuelle réduit l'islam à 3 auteurs, hein, qui sont un Pakistanais, Maudoudi, et qui sont le juriste du XIVe siècle, Ibn Taymiyyah, qui avait fini en prison parce qu'il était excessif en religion, que dans l'islam, vous avez un proverbe qui dit l'islam n'aime pas l'excès en religion, et c'est la religion du juste milieu. Et puis vous aviez le frère musulman égyptien, Sayyid Qutb. 3. C'est ce qu'apprennent les musulmans dans le monde entier aujourd'hui, il n'y a plus que 3. Face à une civilisation qui a été d'une richesse, d'une complexité, d'une interaction avec les autres civilisations, c'est ahurissant. Eh bien, pour justement combler toutes ces lacunes, je vous invite à lire votre ouvrage, donc à vous qui nous regardez, La nouvelle question d'Orient, donc de Georges Cormes, c'est aux éditions La Découverte. Merci d'avoir été notre grand témoin dans 64 minutes. Merci beaucoup. Merci à vous.